Alors, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ben, on va commencer. Pas à peine la vidéo. Alors, ça c'est... Voilà. Donc, ça c'est un cours sur les éventrations, les hernies et les éventrations de la paroi abdominale. Donc, c'est un cours qui n'est pas long, mais je vais vous dire quelles sont les parties qui sont importantes à retenir et donc quelles sont les parties qui vont vous aider à mieux comprendre cette pathologie. Alors, comme généralité, donc c'est une pathologie très fréquente, ça touche à peu près un homme sur 10. Le diagnostic est très facile, ça se fait par l'examen clinique. Donc, les hernies inguinales, c'est la première cause de chirurgie réglée, c'est-à-dire chirurgie à froid, c'est-à-dire les patients programmés pour une chirurgie donc non urgente. Et puis, pour la réparation de ces hernies, il y a plusieurs techniques qu'on va détailler, enfin, juste on va voir les principes, mais il faut savoir que toutes ces techniques se valent à peu près. Donc, je vais vous dire quelles sont à peu près les meilleures techniques, même si certaines ont pratiquement le même résultat. Donc, ça explique pourquoi il n'y a pas de consensus en matière de traitement des hernies. Alors, qu'est-ce qu'une hernie? Donc, une hernie, c'est la protrusion anormale sous-cutanée d'un tissu ou d'un viscère intra-abdominal au niveau d'un orifice ou d'une déhiscence de la paroi abdominale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous voyez sur le schéma, je vais utiliser le laser, comme ça vous allez me comprendre. Alors, ça c'est le muscle, ça c'est la peau, ce qui est en rose, voilà, en orangé, et ce qui est en jaune, c'est le tissu sous-cutané, voilà, le tissu graisseux. Ce qui est en blanc, c'est les aponévroses des muscles droits de l'abdomen, voilà, des muscles de la paroi abdominale. Et ce qui est en bleu, c'est le péritoine. Alors là, il y a une solution de continuité au niveau du muscle. Donc ça, c'est la déhiscence ou bien l'orifice de la hernie. Et donc ça, c'est l'orifice. Et ça permet de faire sortir un organe intra-abdominal qui est mobile, bien sûr, à travers cette déhiscence dans ce qu'on appelle ça c'est le contenu, c'est l'intestin grêle par exemple, qui est très mobile. Et là, c'est le sac. Le sac, c'est le repli péritonéal. Donc, une hernie, elle est constituée par 3 éléments, l'orifice, le sac et le contenu. Donc, c'est l'issue d'un organe ou d'un viscère intra-abdominal qui doit être mobile à travers cette déhiscence. Alors, les types de hernies qu'on peut voir, il y a les hernies ombilicales, il y a les hernies de la ligne blanche, hein, c'est la ligne médiane de la paroi abdominale. Il y a les hernies de la ligne blanche latérale, en bleu. Donc, c'est les limites entre les muscles droits de l'abdomen. Donc, ça, c'est le droit, ça, c'est le droit gauche. Et puis là, ce sont les muscles de la paroi antérolatérale, voilà, les muscles larges de l'abdomen. Et donc, ça, c'est du côté droit et ça, c'est du côté gauche. Entre ces deux, il y a la ligne blanche latérale comme la ligne blanche médiane. On l'appelle également la ligne de Spiegel. Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas quelque chose. Hein. Et puis, il y a les arcades inguinocrurales en vert. Donc, les deux, de droite à gauche, c'est des arcades qui sont tendues à des replis des aponévroses qui vont de la ligne de l'épine iliaque antéro-supérieure, droite ou gauche, jusqu'à l'épine du pubis, droite ou gauche. Et puis, il y a les éventrations. Les éventrations, c'est des hernies, entre guillemets des hernies, qui surviennent sur des cicatrices abdominales. Donc, ça peut se faire sur une hernie, sur une cicatrice périombilicale ou de la ligne médiane, ou une cicatrice sous-costale droite, ou une cicatrice de McBurney, ou bien une cicatrice sur une
sur la ligne de Spiegel, un malade qui a eu une laparotomie par cette voie d'abord. Et puis, on peut avoir des éviscérations. L'éviscération, donc un patient qui vient d'être opéré, il peut avoir en post-opératoire immédiat une désunion des sutures et une issue du contenu intra-abdominal à travers cette plaie. Donc, il y a une solution de continuité complète. Et là, je vous fais remarquer que les viscères sont ténus. Hein, ils sont en contact direct avec l'air ambiant et ils ne sont pas couverts d'un sac. Donc, l'éviscération, c'est particulier, c'est différent des éventrations et des hernies. Et hernie et éventration, c'est la même chose, sauf que les éventrations, elles se font sur cicatrices opératoires. Alors, le diagnostic, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se fait par l'examen clinique. Donc, il s'agit d'une tuméfaction qui a 3 caractéristiques très importantes. Là, c'est très important, il faut les connaître. Et là, c'est ce que je vous demande de retenir. Ça, c'est la partie la plus sensible du cours. Et la partie n'est pas difficile à comprendre, elle est simple, mais il faut la retenir. Et c'est sur ça que je mettrai les questions à l'examen. Donc, c'est la partie que je voudrais que vous reteniez, que vous compreniez, et c'est le plus important. Alors, ces 3 caractéristiques de cette tuméfaction. Un, elle est réductible, c'est-à-dire qu'on peut la réduire, on peut la réintégrer dans l'abdomen. Elle est impulsive à la tousse, c'est-à-dire quand le malade tousse ou fait une hyperpression intra-abdominale, il arrive à augmenter le volume de la hernie, c'est-à-dire il pousse ses organes vers la hernie. Et puis, elle est indolore. Donc, ces 3 caractéristiques veulent dire que la hernie n'est pas douloureuse et elle est mobile, c'est-à-dire تدخل وتخرج. نجم نراجعوها avec la palpation, donc elle est réductible, et les efforts de toux ou bien à glotte fermée, c'est-à-dire ce qui crée une hyperpression intra-abdominale, donc peut faire augmenter le volume de la hernie. Et donc, le indolore, ça c'est très important, donc elle n'est pas douloureuse, et on va voir donc l'évolution de ces 3 caractéristiques en cas de changement concernant la hernie, c'est-à-dire en cas de survenue de complications. Et puis, indolore, généralement, les hernies non compliquées, elles sont indolores. Parfois, je vais préciser ça, donc l'apparition des hernies, c'est généralement progressif, c'est-à-dire elle va apparaître progressivement au niveau du point voilà, de l'orifice hernière et elle va augmenter progressivement de volume et elle n'est pas indolore dans ce cas. Parfois, elle peut être accompagné de douleur, mais ce n'est pas la hernie qui est réellement douloureuse, mais c'est l'orifice hernier qui est douloureux, c'est-à-dire après un effort violent chez les sportifs de haut niveau, ou bien après une port de charge lourde, on peut avoir une dilacération musculaire ou bien un élargissement d'un orifice naturel préexistant. Et donc cette dilatation aiguë, à la suite de cet effort-là, peut entraîner des douleurs au niveau de la paroi. Donc, c'est des douleurs musculaires qui sont en rapport avec l'orifice qui vient d'être créé fraîchement et brutalement. Mais sinon, le sac hernière n'est pas douloureux et la hernie, dans sa globalité, n'est pas douloureuse. Et là, c'est très important pour faire la part des choses, car quand il y a une complication, c'est la hernie elle-même qui devient douloureuse. Alors, l'étranglement hernière, ça, c'est la complication principale et majeure. Et là, c'est très important également. Il faut savoir que c'est une urgence chirurgicale, médico-chirurgicale plutôt. Et donc, on va voir comment vont évoluer les 3 caractéristiques de la hernie non compliquée dans ce cas. Donc, quels sont les facteurs de risque de complications? Deux caractéristiques importantes concernant la hernie favorisent la survenue de l'étranglement. 1. Le grand sac hernière associé à un collet étroit. Pourquoi? Parce que quand le volume de la hernie devient important, trop important pour être réintégré à travers le petit orifice, donc ça favorise l'étranglement. C'est-à-dire que le contenu de la hernie, il a été piégé dans le sac hernière en dehors de la cavité abdominale. Et donc là, il va y avoir des douleurs, une souffrance éventuellement du contenu hernière et voire
une nécrose, donc s'il s'agit d'un tissu vascularisé. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement d'un organe creux, c'est-à-dire de l'intestin. Autrement, les autres organes également peuvent être nécrosés, mais ils seront moins douloureux, tels que, par exemple, le grand épiplan. Et puis, il y a également la hernie crurale qui a des caractéristiques très particulières. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous expliquer davantage. Mais là, il faut que je vous dise que la hernie crurale est très importante et expose à un risque important d'étranglement. Pourquoi? Parce que l'orifice de cette hernie est un orifice fibreux inexpansible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas augmenter de volume. Et je vais vous montrer tout à l'heure à travers des schémas pourquoi il est fibreux et inextensible. Et donc, dès que le volume de la hernie commence à augmenter de volume, le contenu est piégé et bonjour l'étranglement et la complication. Alors, l'étranglement herniaire, c'est très important dans ce cas d'être très vigilant à l'examen clinique pour savoir et surtout pour ne pas passer à côté d'une notion très importante qui est le contenu de la hernie. C'est-à-dire si le contenu est un tube digestif, là, le malade risque de faire une nécrose, risque de faire une perforation du tube digestif qui peut se faire soit dans le sac, soit dans la cavité péritonéale. Et donc là, il faut être attentif aux signes digestifs associés à l'étranglement. Alors, tout d'abord, il y a les signes fonctionnels de l'étranglement à lui seul, et puis il y a les signes digestifs associés éventuellement si le contenu est le tube digestif. Donc, pour les signes fonctionnels, là, c'est la douleur très importante qui s'installe brutalement généralement. Le malade peut vous dire exactement l'heure de début des douleurs. Et si vous poussez l'interrogatoire, il va vous dire qu'elle était mobile, la hernie, et actuellement, elle ne l'est plus depuis quelques heures ou bien depuis telle ou telle heure. Et donc, il manifeste des douleurs importantes et qui vont crescendo, c'est-à-dire ils vont augmenter progressivement. Et puis, si le contenu est un organe digestif, c'est-à-dire intestin grêle ou côlon, là, on va avoir des nausées, des vomissements, arrêt du transit. Les diarrhées sont très rares, voire exceptionnelles. Donc là, c'est le tableau de l'occlusion intestinale. Donc, c'est un étranglement associé à une occlusion intestinale aiguë, colique ou grélique, en fonction du type du tube digestif piégé dans la hernie. Et puis, quand il y a une occlusion, il y a les signes généraux associés, à savoir la fièvre, l'altération de l'état hémodynamique, les signes de déshydratation en rapport avec un troisième secteur. Je ne sais pas si vous avez vu déjà le cours de l'occlusion. Oui, on l'a vu. Donc ça, vous connaissez ça, donc ça, c'est les signes de l'occlusion. Et puis la fièvre, c'est en rapport avec éventuellement une complication par perforation, c'est-à-dire soit dans le sac hernière, soit dans la cavité péritonéale. Donc, à l'examen clinique, la tuméfaction, qui était indolore, expansible et réductible, les trois caractéristiques vont changer et vont se transformer donc, en leur opposé. Donc, ça, c'est très important. Une hernie qui perd ses caractéristiques normales, qui devient, au lieu d'être indolore, devient douloureuse, qui devient non réductible et non impulsive à la toux. C'est-à-dire, kaboura, yebsa, ما تدخلش ما تخرج et surtout توجع وعمال توجع أكثر. Donc ces trois caractéristiques égale étranglement hernière jusqu'à preuve du contraire. Et donc c'est une urgence chirurgicale. Il faut penser à opérer le patient le plus rapidement possible. علاش? Parce que si le sac hernière plutôt contient du tube digestif, on a juste 6 heures pour éviter la nécrose. Donc, le tube digestif peut résister jusqu'à 6 heures. Après ce délai, donc on va avoir une nécrose et donc le geste chirurgical va se transformer en simple réduction hernière, en une résection digestive, voire d'estomie, confection de stomie. Donc, j'ai dit tout à l'heure le mot
كعبورة يابسة. Donc ferme ou dur. Ça, c'est une caractéristique qu'on peut ajouter à ces trois caractéristiques. Donc, si je vous demande les trois caractéristiques d'une hernie étranglée, c'est douloureuse, non réductible, non impulsive à la toux. Si je vous demande quatre, vous ajoutez une tuméfaction ferme ou dure. Et puis, si je vous pose la question sur le contenu de la hernie, ou bien les signes qui évoquent le contenu digestif d'une hernie, eh ben, il faut penser aux signes digestifs de l'occlusion et de la péritonite. L'occlusion, l'arrêt des matières et des gaz, les vomissements, les nausées, c'est ça le plus important. Éventuellement, la distension abdominale. Et puis, il y a les signes de la péritonite, comme la fièvre, et la défense abdominale éventuellement. Donc, si on a un étranglement hernière avec une défense abdominale, ça veut dire que c'est une hernie étranglée compliquée de perforation intrapéritonéale. Donc, l'examen de l'abdomen, c'est très important. Il faut faire l'examen à la recherche des signes de l'occlusion, c'est-à-dire le météorisme abdominal, la distension abdominale, et à la recherche d'une éventuelle défense qui signe la rupture intrapéritonéale. Alors, donc ça, c'est pour rappeler ce que j'ai dit. Donc, vous avez 6 heures pour éviter la nécrose entre la survenue, voilà, le début de l'étranglement et le traitement chirurgical. On ne doit pas dépasser les 6 heures, sauf bien sûr si négligence du patient ou donc il consulte tardivement. Donc, l'étranglement, 6 heures, c'est la nécrose. Et donc, un autre élément important après ça, il faut que je revienne là-dessus. Si vous avez une occlusion intestinale aiguë, donc là, c'est un raisonnement à l'inverse. Donc, si vous vous trouvez devant un patient qui a une occlusion intestinale aiguë, eh ben, il ne faut pas passer à côté d'une hernie étranglée. Donc, l'examen d'un patient en occlusion intestinale aiguë comprend systématiquement une palpation des orifices hernières à la recherche d'une hernie étranglée qui peut expliquer le tableau de l'occlusion. Et ça, on en voit de temps en temps des patients qui négligent et qui viennent consulter pour arrêt des matières et des gaz et ils ne se préoccupent pas de leur hernie qui leur fait mal, mais pour eux, le problème majeur, c'est l'arrêt des matières et des gaz et qui est au-devant au niveau du tableau clinique. Et donc, parfois, ça arrive, le résident, il se trompe, il ne fait pas attention, il ne déshabille pas totalement le malade pour examiner les orifices hernières et il peut facilement passer à côté d'une hernie étranglée. Et c'est le scanner, généralement, qui fait découvrir a posteriori cette hernie étranglée. Donc, il vaut mieux faire l'examen correctement. Et là, c'est facile de faire le diagnostic dès l'examen et on a le diagnostic étiologique de cette occlusion. Alors, là, je vais me répéter en faveur d'une souffrance viscérale, bien sûr, la fièvre, la défense abdominale. Et là, un élément nouveau, c'est les signes inflammatoires locaux, c'est-à-dire des signes inflammatoires au niveau de la hernie. Et là, donc là, c'est la nécrose et la souffrance vasculaire. Et quand il y a une perforation au niveau du sac et non pas au niveau de la cavité péritonéale, donc ce sac, s'il ne communique pas avec la cavité, il va y avoir donc une collection, une perforation d'abord digestive ici, une contamination du sac péritonéal, et ça va devenir ce qu'on appelle un phlegmon pyostercoral. Donc la perforation dans le sac, c'est le phlegmon pyostercoral. Donc, ça va donner une chaleur et une rougeur locale, en plus des autres signes de l'étranglement. Donc, là, je reviens donc sur l'occlusion pour vous faire la part des choses sur une petite notion. Là, c'est juste pour éclaircir ça et pour donc vous le compreniez et qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, c'est juste pour que vous compreniez et je ne poserai pas là-dessus de questions. Donc, il y a la notion de hernie symptôme. Donc, chaque fois que je fais ce cours, les étudiants me posent cette question, c'est quoi une hernie symptôme? Eh bien, une hernie symptôme, le point de départ, ce n'est pas la hernie étranglée, mais plutôt l'occlusion intestinale aiguë, chez un patient qui a préalablement une hernie. Donc, un malade, par exemple, qui a une tumeur du côlon, qui a une hernie, qui a une occlusion intestinale aiguë sur cette tumeur du côlon. Donc, il a une distension du côlon en amont et du grêle en amont.
Et donc, la hernie, donc il y a une augmentation de la pression intra-abdominale et la hernie qui là se trouve distendue sous pression. Parfois, elle est non réductible et donc ça peut lui faire mal parfois. Et donc, là, la hernie n'est pas une hernie étranglée, mais plutôt une hernie symptôme. C'est la conséquence de l'occlusion et non pas la cause. OK? Donc, c'est ça la différence entre hernie symptôme et une hernie étranglée. Alors, on va revoir maintenant les hernies par type. Donc, on va commencer par les hernies inguinales et crurales. Et là, donc ça, c'est une partie d'anatomie. Je ne me poserai pas là-dessus de questions, mais je vous demande juste de comprendre. Ce serait bien de comprendre cette partie. Ça va vous faciliter énormément la compréhension donc, de tous les éléments médicaux en ce qui concerne cette hernie inguinale ou crurale. Donc, l'anatomie du canal inguinal. Donc ça, c'est l'arcade crurale qui est tendue de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine du pubis. Et cette arcade crurale, elle est le repli de l'aponévrose du muscle grand oblique, qui est un muscle au niveau de la paroi antérolatérale de l'abdomen. C'est un muscle large. Et son aponévrose descend jusqu'à ce niveau-là et va faire un repli. Et donc, il va donner une corde fibreuse ou aponévrotique au niveau de cette zone-là. Et donc, ça fait un élément, donc c'est la limite de la région inguinale, la limite inférieure de la région inguinale. L'examen de cette région inguinale donc, se fait, on va le voir tout à l'heure comment, mais je vais vous montrer à peu près comment se passe une intervention chirurgicale concernant la hernie, mais ce n'est pas vraiment une intervention, c'est juste pour vous montrer les éléments. On va donc découvrir les éléments un par un en allant de l'extérieur vers donc jusqu'en profondeur, jusqu'au niveau du canal inguinal. Donc là, le chirurgien va s'éloigner à 2 travers de doigts de la hernie de l'arcade crurale pour faire une incision, donc incision inguinale. Et donc, ça va lui permettre donc, de mettre à nu l'aponévrose du... Ça, c'est l'arcade inguinale, donc par une vue en dedans. Et donc, ça, c'est ce qui est en rose, voilà, en mauve clair. Donc, ça, c'est l'aponévrose du muscle grand oblique qui fait le repli au niveau de l'aponévrose du grand oblique. Voilà. Et donc, cette aponévrose laisse un orifice donc au niveau près de l'épine du pubis, donc à ce niveau-là, là c'est l'épine iliaque antéro-supérieure et là c'est l'épine du pubis. Et donc à ce niveau-là, il y a un orifice. Donc cette aponévrose ne recouvre pas la région totalement, elle laisse un orifice au niveau de sa partie supérieure qui laisse passer le cordon spermatique. Donc ça c'est le cordon. Et donc si on ouvre l'aponévrose, comme suit. Donc ça, le chirurgien va ouvrir cette aponévrose du muscle grand oblique et on va accéder donc à la région inguinale, le canal inguinal. Donc ça, c'est l'arcade crurale, ça, c'est l'épine iliaque antéro-supérieure, ça, c'est l'épine du pubis, ça, c'est l'arcade crurale qui est tendue et ça, ce qui est en rose, ça, c'est l'aponévrose du muscle grand oblique ouverte de part et d'autre, donc du canal inguinal. Et le canal inguinal, donc, si vous avez compris, c'est que la face supérieure de ce canal inguinal, c'est l'aponévrose du muscle grand oblique, donc c'est le toit. Donc l'aponévrose du grand oblique recouvre le canal inguinal d'en haut. Et puis, au niveau de ce canal inguinal, donc ça c'est le cordon, hein, et ça c'est l'orifice externe. Et puis là, c'est les vaisseaux épigastriques superficiels qui divisent le fond du canal inguinal, ou bien le plancher du canal inguinal, en 2 zones. Une zone qu'on appelle externe ou oblique externe. Là, c'est la zone c'est l'orifice par lequel sort le cordon de la cavité péritonéale ou abdominale vers l'extérieur. Donc ça, c'est la traversée musculaire du cordon spermatique. Et puis là, c'est une zone en dedans et elle est recouverte par un fascia qu'on appelle le fascia transversalis. En fait, c'est un muscle qui devient très déhiscent au niveau de cette zone-là
et qui se transforme en fascia. Donc là, c'est le fascia transversalis. Et les hernies peuvent survenir au niveau de cette zone-là, donc par un point de faiblesse. Alors, donc, ça, c'est le fascia transversalis. Et donc, un point de faiblesse au niveau de cette zone-là, où une déhiscence va laisser sortir ce qu'on appelle les hernies directes ou internes par rapport au vaisseau épigastrique. Alors que ça, c'est l'orifice qu'on appelle l'orifice profond du canal inguinal, qui est situé en dehors des vaisseaux épigastriques. Et cet orifice-là peut faire sortir, avec le cordon, ce qu'on appelle la hernie inguinale oblique externe. Donc, ce qui est en bleu, c'est oblique externe, c'est en dehors des vaisseaux épigastriques, et ça, c'est en dedans des vaisseaux épigastriques, et c'est une hernie directe. Donc, ça, c'est l'orifice superficiel, donc, qui est situé au niveau de la face supérieure du canal inguinal, et ça, c'est l'orifice profond, qui est situé au niveau de la face profonde, ou bien au niveau du plancher du canal inguinal. Alors, de façon schématique, ça c'est l'épine iliaque antéro-supérieure. Je vais passer rapidement. Ça c'est l'épine du pubis. Ça c'est l'arcade crurale qui est tendue entre les deux. Et le canal inguinal, il est sous forme d'un parallélipède fermé avec un orifice profond au niveau donc, de son plancher et un orifice superficiel, donc, près de l'épine du pubis. Et à travers, il y a ça, c'est les vaisseaux épigastriques qui sont situés donc juste à côté ou bien en dedans de l'orifice profond. Et cette zone-là, c'est le fascia transversalis. C'est pas superficialis, c'est transversalis. À chaque fois, j'oublie de changer ça. Ça, c'est le fascia transversalis. Donc là, c'est bien sûr la cavité abdominale. Le cordon spermatique, donc il va passer dans le canal inguinal à travers l'orifice profond pour rejoindre l'orifice superficiel et passer dans la bouche. Donc, la hernie qui sort avec le cordon, c'est une hernie oblique externe, car elle fait un trajet comme ça, oblique externe, d'en dehors vers en dedans et d'en haut vers le bas, vers l'orifice superficiel. Donc ça, c'est la hernie inguinale oblique externe, alors que ça, c'est la hernie, donc à travers le fascia transversalis, c'est la hernie inguinale directe, puisque le contenu abdominal ou bien le viscère intra-abdominal qui va sortir va faire un trajet comme ça, direct. Alors, pour revenir à la hernie crurale, alors la hernie crurale, ça c'est l'arcade crurale qui est donc tendue de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine du pubis. Ça, c'est ce qui est en blanc, le fascia du muscle grand oblique, à travers lequel il y a un orifice superficiel qui laisse sortir le cordon. Et puis, en dessous de l'arcade crurale vont passer les vaisseaux fémoraux, qui étaient en dedans de la cavité, les vaisseaux iliaques externes, et qui deviennent juste en dessous de l'arcade iliaque, donc l'arcade inguinale, donc qui deviennent les vaisseaux fémoraux. Et puis, entre les vaisseaux fémoraux et l'épine du pubis, il y a une petite zone, une déhiscence, qui peut parfois être un peu élargie et peut laisser passer ce qu'on appelle la hernie crurale. Donc là, c'est un exemple de hernie crurale, vous voyez bien. Donc, et là, donc c'est un orifice inexpansible, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un orifice fibreux. Vous voyez, il est limité en haut par l'arcade crurale, la corde fibreuse, l'épine du pubis, et puis la branche ischiatique, et il y a le ligament iliogastrique, je pense. Ilioépigastrique, voilà, iliopectiné. Donc, ça, c'est un orifice inexpansible. Donc, il peut laisser passer un viscère digestif, notamment l'intestin grêle ou bien l'épiplan, mais dès que le volume augmente, très rapidement, après 2, 3, 4 cm maximum, il y aura un étranglement car l'orifice est inexpansible et le contenu de la hernie ne peut pas être réintégré dans la cavité abdominale. Hein, là aussi, c'est un autre schéma qui montre que c'est un orifice inexpansible. Donc là, c'est des vues péropératoires pour vous montrer que la différence entre hernie inguinale et hernie crurale. Donc la hernie crurale, elle est située, ça c'est le ligament, c'est l'arcade crurale,
Hein. En dessous, c'est la hernie crurale, et en dessus, c'est la hernie inguinale. Et la hernie inguinale peut être de deux types, soit directe, en dedans des vaisseaux épigastriques, soit oblique externe, en dehors, et elle sort avec le cordon spermatique. J'espère que ça a été clair. Alors, le diagnostic, donc, c'est facile, il se fait par l'examen clinique. Il suffit d'examiner la région inguinale. Et là, une façon de faire l'examen de la région du canal inguinal, on va mettre un doigt par la racine de la bourse et on va essayer de replier la peau en dedans et on va se trouver en sous-cutané au niveau de la région inguinale et on pourra palper l'orifice superficiel du canal inguinal. Éventuellement, s'il est large, on va faire passer le doigt. Donc ça, c'est notre schéma pour vous montrer comment on peut faire l'examen. Donc, quand il y a une hernie inguinale, si jamais vous tombez sur un malade qui a une hernie inguinale de volume relativement important, vous pouvez faire ça, hein, et vous pouvez tenter cet examen et vous allez voir que votre doigt passe sous la ponévrose et vous allez vous retrouver dans le canal inguinal. Et cette manœuvre-là, elle est très importante, surtout pour détecter les hernies de petit volume ou les débuts de hernie. Donc, parfois, les malades ont des douleurs au niveau de la région inguinale et quand on leur demande de tousser, il n'y a pas vraiment de hernie évidente. Et donc, cet examen permet de détecter les hernies de très petit volume ou débutantes. Alors, les hernies inguinales peuvent être congénitales ou acquises. Alors, congénitales, c'est par la persistance anormale du canal périténéo-vaginal ou canal de nuque chez la femme. Donc, le canal périténéo-vaginal chez l'homme, c'est le canal qui a permis la migration du testicule de la cavité abdominale vers la bourse testiculaire au cours de la vie embryonnaire. Chez la femme, bien sûr, comme il n'y a pas de testicule, ce vestige est remplacé par ce qu'on appelle le canal de nuque. D'accord? Donc, quand ce trajet-là reste perméable, donc ça va être le lit d'une hernie congénitale. Donc, le trajet est celui du canal inguinal oblique en dehors. Donc, ça va suivre le trajet du cordon. Donc, c'est une hernie oblique externe. Donc, ça peut se faire, donc le diagnostic peut se faire dès la naissance ou même tardivement vers l'adolescence ou l'âge jeune adulte. Alors, les hernies acquises, donc ça c'est pour vous montrer le canal périténéo-vaginal, c'est ça, hein, ce qu'on appelle, quand il devient fermé, il devient ce qu'on appelle le ligament de Cloquet. Et donc, la persistance de l'ouverture du canal périténéo-vaginal, donc elle peut être partielle ou complète, totale. Alors, elles peuvent être acquises ces hernies inguinales, donc, et acquises, donc, elles se voient chez les gens qui ont donc, un début de déhiscence de la paroi musculaire, ou bien à la suite d'un effort important ou d'une port de charge lourde, ou bien si les patients, bien sûr, présentent des facteurs de risque d'hyperpression intra-abdominale. Par exemple, les patients qui ont une constipation chronique. C'est des patients qui sont obligés de faire des poussées importantes et de longue durée quand ils vont aux toilettes et pour réussir à faire leur selle. Et donc, ces manœuvres répétées vont engendrer donc un élargissement des orifices herniens qui sont des orifices naturels, préexistants, qui sont normalement fermés, mais qui peuvent être réouverts par cette hyperpression intra-abdominale. D'autres situations où on peut voir l'hyperpression intra-abdominale, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est quoi l'hypertrophie bénigne de la prostate? La prostate, elle augmente chez tous les hommes avec l'âge, elle augmente de volume, et donc après l'âge généralement de 65 ans, c'est rare avant cet âge-là, et généralement vers la 7e décennie, que
l'homme commence à manifester des problèmes de miction. Et c'est en rapport avec l'hypertrophie de la prostate qui fait saillie au niveau de l'urètre prostatique. Et donc, il y a une gêne à l'écoulement de l'urine. Et comme le patient a besoin de pousser pour augmenter la pression au niveau de la vessie, pour laisser passer ses urines à travers cet obstacle prostatique, et donc ces manœuvres répétées vont engendrer une hyperpression intra-abdominale de façon répétée, et ça va créer donc les hernies, et ça va favoriser la survenue de hernies, que ce soit directe ou oblique externe, ou même crurale, voire ombilicale, voire de la ligne blanche. Ça dépend du niveau de la déhiscence. Ça dépend de la déhiscence à chaque niveau chez le patient. Et donc, ça dépend des patients. Et puis, il y a l'autre situation, par exemple, les patients qui ont des pneumopathies chroniques ou bien des BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Ces patients-là, ils présentent une toux chronique, donc, et la toux, c'est un effort à glotte fermée. Donc, à chaque toux, il y a une hyperpression intra-abdominale. Donc, la toux chronique va favoriser la survenue d'une hernie abdominale, particulièrement dans ce cas au niveau de la région inguinale. Donc, il faut garder à l'esprit que l'hyperpression intra-abdominale, quelle que soit sa cause, peut être à l'origine d'une hernie abdominale acquise. Et donc, il y a une répercussion immédiate sur la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire, quand on va traiter la hernie, est-ce qu'il est possible de traiter la hernie sans traiter les causes? Par exemple, si on a une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est absurde de traiter les hernies et de laisser la cause qui peut engendrer la récidive. Donc, si le patient présente une constipation chronique, il faut aller chercher la cause. Est-ce qu'il est colopathe, donc il faut lui donner un traitement, ou bien est-ce qu'il a une tumeur, il a une autre cause qu'il faut chercher et qu'il faut traiter pour éviter les récidives et garantir le maximum de succès du traitement de la hernie. Alors, donc, généralement, il s'agit de hernies directes, hein, mais les hernies obliques externes sont possibles. Donc, tout ça, je l'ai expliqué. Et donc, comme je l'ai dit, ça survient à l'âge adulte. Et bien sûr, si on a des hernies inguinales, généralement, la survenue, c'est au niveau des deux régions inguinales. Donc, c'est souvent bilatéral. Alors là, on va voir les diagnostics différentiels des hernies inguinales une par une. Là, c'est un nouveau-né qui a une tuméfaction au niveau de la bourse gauche. Et là, ça peut prêter à confusion avec une hernie inguinale. Et ça peut être une hernie inguinale, comme ça peut être un diagnostic différentiel. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, il faut savoir qu'on peut voir la hernie inguinale, là, je vais me répéter. Donc, enfant, homme jeune, actif, homme âgé, paroi faible. L'orifice est au-dessus du ligament inguinal. Ça peut être de grande taille, ça peut aller jusque dans la bourse. Dans ce cas, on l'appelle une hernie inguinoscratale. Donc, la hernie commence au niveau de la région inguinale et descend dans la bourse. Et le contenu, bien sûr, c'est les organes mobiles, en plus des trompes et des ovaires qui sont juste à côté de l'orifice hernière et ils peuvent glisser dans le sac hernière. Le diagnostic différentiel d'une hernie inguinale, donc la hernie crurale qui est située en dessous du ligament inguinal, donc il faut toujours garder à l'esprit que la hernie inguinale c'est au-dessus et la hernie crurale c'est au niveau de la région crurale en dessous de l'arcade crurale. Et puis il peut s'agir d'un abcès parfois, il ne faut pas se tromper, l'abcès c'est en rapport avec une adénopathie infectée, avec donc une abcédation. On l'appelle adénoflegma. Ça peut être un testicule ectopique, surtout chez les nouveau-nés et les enfants, il faut se méfier de ça. Il peut s'agir d'un testicule ascenseur, donc un testicule mobile qui peut être parfois dans la bourse et parfois au niveau de la région inguinale. Et ça peut être un testicule ectopique fixe au niveau de la région inguinale. Ça peut être également un lipome et ça peut être un kyste du cordon ou hydrocèle. Et je vais y revenir là-dessus. Donc, pour
Donc ça, c'est le ligament de Cloquet qui reste ouvert. Ça, c'est le canal péritonéo-vaginal qui est ouvert. Donc, le diagnostic différentiel, ça, si le canal est ouvert juste au niveau de la partie distale, c'est ce qu'on appelle l'hydrocèle. Hein, c'est le sac qui est rempli de sérum. Et là, c'est le kyste du cordon. C'est la partie moyenne du ligament qui reste ouverte. Et on appelle ça kyste du cordon. Alors, comment faire le diagnostic de l'hydrocèle? C'est simple. Pour faire la part des choses avec la hernie inguinale, c'est la manœuvre de la transillumination. Eh bien, comme l'hydrocèle contient du liquide séreux, la transillumination, bien sûr, va illuminer tout le liquide et donc ça va faire la part des choses avec la hernie inguinale. Le contenu digestif ne s'allume pas, les peuplants ne s'allument pas. Alors, ça, c'est un patient, voilà, nouveau-né, qui a disons, une tuméfaction au niveau de la région inguinale. Ça peut être un testicule ascenseur, ça peut être une hernie inguinale, et ça peut être le kyste du cordon. La même chose, une preuve de transillumination positive, donc ça confirme que le contenu est liquidien, et donc ça, c'est un kyste du cordon, et ce n'est pas une hernie. Alors, la hernie crurale, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est située en dessous du ligament inguinal. La particularité de la hernie crurale, c'est une hernie qui est spécifique de la femme. Enfin, spécifique entre guillemets, hein, c'est-à-dire que 90% des patients sont des femmes. Voilà. Donc ça, c'est chaque fois qu'on fait l'examen de la région inguinale et quand on suspecte une hernie, il faut toujours tracer une ligne, même virtuellement, dans l'esprit, en regardant le patient, une ligne qui va de l'épine iliaque antérieure jusqu'à l'épine du pubis et qui permet de faire la part des choses entre hernie inguinale et hernie inguinale et hernie crurale. Donc, une petite remarque, et là, vous devez le savoir et vous devez retenir ça. Je peux poser cette question-là à l'examen. La différence entre hernie inguinale et hernie crurale, c'est l'arcade crurale. La hernie crurale, elle est en dessous. La hernie inguinale, elle est en dessus. Et on peut faire le diagnostic différentiel rien que par l'examen clinique. Par contre, pour faire la part des choses entre hernie inguinale, oblique externe et hernie inguinale directe, on ne peut pas faire ça cliniquement. Ça ne se fait que chirurgicalement, en péropératoire, en ouvrant le canal inguinal et on va voir l'orifice hernière. Il est situé, voilà, il est aux dépens de quelle zone. S'il est situé en dedans des vaisseaux épigastriques, c'est-à-dire aux dépens du fascia transversalis, c'est une hernie directe. Et si ça sort avec le cordon, c'est-à-dire l'orifice de la hernie est situé en dehors des vaisseaux épigastriques, donc c'est une hernie oblique externe. Donc l'élément qui fait la différence entre hernie inguinale oblique externe et hernie inguinale directe, c'est les vaisseaux épigastriques. Bien sûr, on ne peut pas les voir à l'œil nu, il faut aller opérer le malade pour voir ces éléments-là et faire la part des choses entre ces deux types de hernie inguinale. Par contre, cliniquement, on peut distinguer la hernie inguinale de la hernie crurale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la hernie crurale, elle n'augmente pas beaucoup de volume, elle reste généralement de petite taille et avec un risque d'étranglement important. Bien sûr, le contenu, c'est comme la hernie inguinale, ça peut être le grêle, ça peut être parfois même une partie du côlon. La trompe, c'est surtout la trompe et l'ovaire qui peuvent glisser. L'appendice également peut glisser. Alors, le diagnostic différentiel, comme je viens de le dire à plusieurs reprises, la hernie inguinale, principalement, et puis il peut y avoir un adénoflegmon, c'est-à-dire une adénopathie infectée, ou bien une adénopathie tout court, ou bien un lipome. Alors, pour les principes du traitement, il faut retenir à l'esprit qu'il y a deux types de traitements. Donc, là, je peux vous poser la question, quels sont les deux types de traitements? Et je peux même poser une autre question, juste les principes du traitement, c'est-à-dire les indications de chaque méthode. Il y a principalement deux méthodes pour le traitement d'une hernie inguinale et fémorale, la suture et la mise d'une plaque ou bien le traitement sans suture. Alors,
Bien sûr, il faut refouler le sac, donc réintégrer le contenu de la hernie en intra-abdominal, et puis il va y avoir une réparation pariétale. Donc la réparation, soit par suture, hein, on va suturer la zone où il y a la déhiscence pour la renforcer, soit on va mettre une plaque, donc on va fermer l'orifice et puis on va renforcer la zone par une plaque, c'est du tissu synthétique qui va être envahi par de la fibrose par la suite et ça va donner donc ça va renforcer de façon importante la paroi abdominale. بلغة أخرى بالعربي عبارة واحدة عامل صبة سيمان. Zone qui baisse et donc ça devient très solide. Donc, quelle est la différence entre les deux? Là, c'est une suture sous tension des tissus. Et là, on va juste couvrir la zone par la plaque. Donc, il n'y a pas de suture, il n'y a pas de mise sous tension des différents tissus et constituants du canal inguinal. Donc, pour les sutures, le risque de récidive est relativement plus important que le traitement par plaque. Et donc, actuellement, on ne est pas, et ça, ce sont les deux indications dont j'ai parlé tout à l'heure. Les plaques, c'est pour les hernies à froid. Donc, systématiquement, aujourd'hui, on met des plaques. Sauf dans une seule situation, c'est les hernies étranglées en situation d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'infection. Et les plaques retiennent les germes et pérennisent l'infection. Donc, en urgence, suture, à froid, en situation élective, c'est-à-dire quand le patient est programmé le matin, on va mettre systématiquement une plaque. Voilà une prothèse. Alors, un mot sur la célioscopie ou bien la laparoscopie. Ben, il faut retenir que sur le plan résultat, il n'y a pas de différence entre une voie d'abord à ciel ouvert et une voie d'abord célioscopique. Les résultats sont identiques pour les deux. Et donc, ça reste à la discrétion du chirurgien et ça dépend des demandes particulières des patients, mais il faut retenir qu'il n'y a pas de différence en termes de résultats. Alors, les hernies ombilicales. Donc, on va y aller rapidement. Donc, elles peuvent être congénitales, elles se voient chez le nourrisson, et elles peuvent être acquises, elles se voient chez l'adulte. Donc, quels sont les adultes qui sont exposés à avoir des hernies? Ce sont les femmes obèses, l'obésité en général, ce n'est pas particulier à la femme, la multiparité ou bien la grossesse et bien sûr l'existence d'une cirrhose parce que la cirrhose peut engendrer donc, un épanchement intrapéritonéal, c'est-à-dire une acide qui augmente progressivement de volume et ça va dilacérer l'orifice ombilical et ça va créer une hernie ombilicale. Et ça peut créer aussi d'autres hernies s'il y a une déhiscence existante au niveau d'un quelconque orifice ou un point de faiblesse. Alors, les complications des hernies ombilicales, bien sûr, ça peut être l'étranglement et parfois il y a ce qu'on appelle la hernie ombilicale irréductible. Elle n'est pas réellement étranglée, mais elle peut être douloureuse, mais ce n'est pas réellement un étranglement. Ça s'explique parce que il y a un élément anatomique en dessous de l'orifice ombilical qu'on appelle le ligament rond. C'est le vestige des vaisseaux ombilicaux donc de la vie embryonnaire, du cordon ombilical à l'intérieur. Et là, ce vestige-là, donc, il est envahi par du tissu graisseux et le tissu graisseux peut être incorporé dans le sac hernière. Et donc, quand la hernie est de petite taille, ça peut faire mal, mais réellement, ce n'est pas de l'étranglement. Mais parfois, l'orifice de la hernie ombilicale peut être important et donc, ça peut contenir donc de l'intestin grêle, du côlon, de l'épiplan. Et là, quand il y a étranglement, ça va faire mal et il y a risque, bien sûr, de souffrance digestive, de nécrose et donc de perforation. Et puis, il y a une autre complication particulière à cette hernie, c'est l'érosion cutanée. D'ailleurs, on peut voir cette érosion cutanée dans les éventrations également ou les hernies de la ligne blanche. Cette érosion cutanée se voit essentiellement dans les hernies de grand volume
où la peau s'amincit progressivement, puis s'érode et peut aller même jusqu'à la rupture de la peau, ce qui peut engendrer donc une infection du contenu de la hernie et voire donc la survenue d'une péritonite par infection de la cavité péritonéale. Alors là également, les principes du traitement sont la même chose. Donc ce sont les deux types de traitements. Le traitement prothétique par plaque ou par prothèse, ou bien par suture. Donc généralement, on va faire une réparation par plaque. La suture est réservée aux hernies de petit volume, généralement inférieures à 1,5 cm. Mais la plaque, on peut la mettre dans tout type de hernie ombilicale. Et bien sûr, ça va diminuer nettement le risque de récidive. Alors, et là, je vais vous montrer donc, ce schéma-là. Donc ça, c'est une image pour vous montrer les plaques, hein, les prothèses. Et là, c'est un schéma pour vous montrer les différents plans de l'abdomen. Donc ça, c'est la peau, ça, c'est le tissu sous-graisseux. Le vert, ça, c'est les aponévroses des muscles droits de l'abdomen, l'aponévrose antérieure, l'aponévrose postérieure. Et puis, il y a le péritoine, le pli péritonéal ou bien le péritoine tout court. Et puis, où est-ce qu'on peut mettre la plaque? Eh bien, généralement, on va la mettre entre le muscle et les aponévroses postérieures. Donc, on va mettre la plaque comme ça. Et donc, on va fermer l'aponévrose. On ferme l'aponévrose postérieure, on met la plaque derrière les muscles, puis on ferme les aponévroses antérieures et on ferme la peau. Parfois, on peut être amené, et surtout par voie cœlioscopique, pour ne pas ouvrir et disséquer ces muscles-là, on peut être amené à mettre ce qu'on appelle une plaque intrapéritonéale. Cette plaque intrapéritonéale est plus coûteuse parce qu'elle a deux faces. Une face normale qui va adhérer à la paroi et va coller à la paroi, et une face destinée aux viscères intra-abdominaux, particulièrement les intestins. C'est une face qui est faite particulièrement pour ne pas coller aux organes digestifs et pour ne pas créer de fistules. Les autres plaques qu'on utilise ici sont des plaques qui ont tendance à s'accoler au tissu de voisinage et particulièrement aux intestins. Donc, il ne faut pas la laisser en contact avec les intestins car ça va créer des fistules et voire même des perforations donc, du tube digestif. Donc, ce sont les plaques qu'on va mettre en intrapéritonéal, ce sont des plaques qu'on appelle bifaces, des plaques bifaces, et c'est des plaques relativement coûteuses. Alors ça, c'est les plaques standards qu'on va mettre en rétromusculaire pré-aponévrotique postérieur. Alors les éventations, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éventation c'est une hernie siégeant au niveau d'une incision, plutôt au niveau d'une cicatrice abdominale. Voilà. Donc ça, c'est un patient qui a une éventration médiane de grand volume. Donc ça, c'est la cicatrice. Donc il a été opéré par une laparotomie médiane sus-ombilicale, ça c'est l'ombilic. Et donc il a une éventration, une hernie au niveau de cette cicatrice-là. Donc ça, c'est un autre patient. Voilà, il a cette cicatrice-là. Et là, c'est une éventration de grand volume. Donc les risques de l'éventration, c'est l'étranglement, l'érosion cutanée, et puis les complications pulmonaires. C'est des complications qui surviennent généralement en post-opératoire. Parce que quand ces éventrations, surtout c'est le cas particulier des éventrations de grand volume, de très grand volume, car leur réintégration dans la cavité abdominale va créer en post-opératoire immédiat une hyperpression intra-abdominale, et cette hyperpression intra-abdominale va engendrer des difficultés respiratoires et donc peuvent engendrer des complications respiratoires. Alors le traitement, c'est la même chose, mais pour les éventrations, il n'y a pas de suture, il n'y a qu'un traitement prothétique. C'est systématiquement un traitement par prothèse, et la prothèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va la mettre soit en intrapéritonéal, soit en rétromusculaire pré-aponévrotique postérieur, c'est-à-dire entre les muscles droits de l'abdomen et l'aponévrose postérieure de ces deux muscles. Là aussi, pour vous montrer les différents plans. Hein.
Donc, pour vous montrer comment on peut mettre les plaques, on peut mettre les plaques sous la peau, entre l'aponévrose antérieure et le muscle, entre le muscle et l'aponévrose postérieure, entre l'aponévrose postérieure et le péritoine, et en intrapéritonéal. Mais généralement, il faut retenir que les indications, c'est plutôt, en pratique, on fait ces deux types de plaques. Les plaques rétromusculaires préaponévrotiques postérieures et les plaques intrapéritonéales. C'est les deux sites de prédilection. Pour ces plaques-là, elles sont les plus profondes et ça les éloigne de la peau et du risque de surinfection. Alors, les éviscérations, c'est différent de hernie. Il n'y a pas de sac hernière, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de sac hernière. Donc, c'est l'essieu des viscères abdominaux à travers une brèche intéressant tous les plans. Hein. Donc, exemple d'éviscération. Là, c'est une éviscération au niveau d'une cicatrice stomiale. Et là, donc ça, c'est une incision d'une stomie. Et là, c'est une plaie par arme blanche. Alors, donc, c'est une urgence thérapeutique. Le traitement chirurgical doit être fait le plus tôt possible, en extrême urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'infection de la cavité péritonéale, le risque d'ischémie de l'intestin et le risque de perforation de l'intestin ou de plaie intestinale. Donc, le contenu de l'abdomen doit être réintégré le plus rapidement possible pour éviter ces complications. Alors, ça, c'est une hernie ou une éventration géante. C'est une hernie, vous voyez, inguinoscrotale, qui sort de la région inguinale, qui descend dans la bourse. C'est une hernie géante. Il y a une caractéristique particulière à ces hernies. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, c'est une hernie. Si vous remarquez, d'abord, c'est une hernie qui ressemble à un deuxième abdomen en dehors de l'abdomen. Donc, tout le contenu abdominal est pratiquement en dehors. Tous les viscères mobiles sont pratiquement dans la bourse de cet homme-là. Donc, la conséquence, donc c'est comme c'est un phénomène chronique où ça survient de façon chronique. Donc, la paroi abdominale s'est rétractée et l'abdomen s'est habitué à avoir un petit volume donc un petit volume et il n'arrivera pas donc en cas de réparation à contenir les viscères contenus dans la hernie. Et donc là, ça pose un problème de réparation. Mais on dit que ces hernies, elles ont une caractéristique particulière, c'est ce fait que ces hernies, le contenu de la hernie ne peut pas être réintégré dans la cavité abdominale. C'est dit comme une hernie qui a perdu droit de cité, c'est-à-dire elle n'a plus droit à l'existence en intra-abdominal. Et donc la réparation, ça va être un protocole complexe, que ce soit sur le plan chirurgical, que ce soit sur le plan préparation à l'intervention. Et donc, c'est des conséquences de négligence et de consultation très tardive. Et c'est impardonnable de voir un patient comme ça aujourd'hui. Les patients ne doivent pas se négliger. Et donc, en 2021, on ne peut plus se permettre de voir des patients comme ça où les gens ne peuvent plus se permettre donc de consulter à ce stade-là de maladie. Voilà une autre patiente qui a une éventration monstrueuse. Et donc, ça devient, sur le plan vie quotidienne, une gêne très importante. C'est une gêne esthétique, c'est une gêne pour la mobilité, pour la réalisation des gestes quotidiens. C'est une catastrophe. Là aussi, c'est une éventration importante. C'est un deuxième ventre. Monsieur, Oui. vous dites que c'est une gêne esthétique, mais c'est purement esthétique, il n'y a pas une menace de pronostic vital? Pronostic vital, non. Il n'y a pas de menace pronostic vital. Le pronostic vital, plutôt, il se pose si on va se permettre de réparer. La réparation va être très difficile. Et ces malades-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent faire des complications cardio-respiratoires. Car la réintégration de ces organes-là va nécessiter
une intubation prolongée, car ça va créer une hyperpression intra-abdominale et donc une compression du diaphragme. Ça va entraîner une gêne donc respiratoire majeure et ça va entraîner une gêne sur le retour veineux. Donc, ça va faire souffrir le cœur. Donc, il va y avoir un retentissement majeur cardio-respiratoire qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Et puis, le risque de tremblement, il est dans ce cas-là, quand il y a de grandes éventrations, il n'y a pas de risque de tremblement réellement. L'orifice est large et le contenu est habitué à être dans la hernie. Et donc, ce n'est pas le problème de vascularisation, c'est le problème c'est une zone qui est exposée, qui n'est pas protégée par les muscles. Donc, le problème de traumatisme, le problème de vie quotidienne, quand il va bouger le patient, quand il va sortir, quand il va fréquenter les gens, quand il va faire ses besoins. Hein. Imaginez cet homme en dessus faire ses besoins, que ce soit aller aux toilettes, que ce soit avoir des rapports. Ça ne va pas être facile, hein. Ça va être très gênant. Et donc, c'est des gens qui souffrent sur le plan social et sur le plan image corporelle, sur le plan vie quotidienne, tout ça. D'accord, merci. Donc, il faut retenir le mot. Donc, c'est des éventrations ou des hernies qui ont perdu droit de cité. C'est le qualificatif de ces hernies-là. Alors, le cours, vous l'aurez sur Moodle. Hein. Voilà, donc j'ai terminé le cours. Je vais, si vous voulez, on peut faire un petit cas clinique. Mais sinon, je peux vous laisser le cas clinique et quelques diapos sur des questions, des exercices sur le Moodle. Je vois qu'on peut le faire maintenant, non? Oui. Oui. Si tout le monde est d'accord, bien sûr. Alors, vous avez un homme âgé de 70 ans qui a des antécédents de phlébite et qui vient pour une douleur de l'aine droite apparue il y a 3 mois, à la suite d'un effort. Il présente par ailleurs une constipation récente. L'examen clinique... Monsieur, le diapo ne s'affiche pas. ما نشوفوش الفينيت رانا. ما تشوفوش الديابو؟ Non. لا. D'accord, عندك الحق. Ça va? Oui, merci. Oui, monsieur, ça va. Oui. C'est un âge. Donc, c'est un homme âgé de 70 ans, aux antécédents de phlébite, qui vient consulter pour une douleur de l'aine droite apparue il y a 3 mois à la suite d'un effort. Il présente par ailleurs une constipation récente. L'examen clinique retrouve une masse réductible au-dessus de la ligne de Malgeni, en dehors des vaisseaux fémoraux. Alors, première question, quel diagnostic évoquez-vous? hernie inguinale. Hernie inguinale direct. Voilà, direct. direct. قلنا كلينيكمون ما نجموش قلنا كان نشوفوها. شيرورجيكالمون نعرف الفرق. ما نسمعش. قلنا الانجوينال ما كانش شيرورجيكالمون كلينيكمون ما نجموش نعرفوها ديريكت ولا اوبليك اكسترن. صحيح. شوف ما غوش مكتوب. لازمك تعرفوا la hernie inguinale, on peut pas distinguer le type, mais on peut la distinguer de la hernie crurale. هنا ايش قلنا في الكا clinique, elle est située en dessus, au-dessus de la ligne de Malgeni. معناتها c'est une hernie inguinale. Et هنا قلنا à la suite d'un effort, معناتها c'est une hernie inguinale acquise. Bien sûr, un homme de 70 ans, معناتها كبير, il a fait un effort, donc c'est une hernie acquise. Mais, donc, pour justifier نرجع للكا كلينيك نتاعنا. Donc عندنا برشا حوايج. Quelles sont les causes de l'hyperpression intra-abdominale هنا عند المريض؟ عمل ايفور وزيد عنده Constipation كونستيباسيون. récente.
Tu vois? et l'effort. نسيتوا حاجة أخرى l'âge معناتها il y a une déhiscence musculaire. Ce concernant la phlébite, ça a un rapport? لا هاك بالعين ضيعكم برا. D'accord. لا معناتها سي بور فير لا بار دي شوز معناتها انت لازمك كي تقرا تشوف يجيك مريض شنو هما لي زيليمون طلعهم وحدك مش الكلهم. هنا عندك دونك à la suite d'un effort عمل un effort mais il a une constipation récente وعمره 70 سنة. هذا من ثلاثة. D'accord. Donc il a trois facteurs. هذوما مهمين برشا. L'âge, l'effort et la constipation. Ben, quels sont à l'examen les signes cliniques d'un étranglement hernier? قلناهم بكري. تكون L'huméfaction douleur douloureuse. Caractéristique de l'huméfaction, d'accord. Caractéristique de la tuméfaction ou de la hernie qui devient étranglée. شنو هما؟ Douleur. Douleur irréversible. Oui. Non, 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 impossible à tout. ferme ou dur. Ferme ou dur. ثلاثة ونزيدوهم فيرم وديود. ثلاثة اللي هما خاطر ثلاثة هي نورمالمون ان دولار وريدكتيبل واكسبانسيبل. اش معناتها؟ معناتها ما توجعش وتدخل وتخرج. باهي احنا باش تولي ترونكلي معناتها توجع وما عادش ان بو بلو شونجي دو فوليوم. devient très douloureuse. المريض كي تحط عليه يدنا ايترونغلي عنده هرنيه ايترونغلي دوبا تمسه وتقوم يعيط ما يحملش انك تمسه فيها توجعه برشا. دونك هنا لي سيني دو ليترونغلمون سي لا هرنيه ايريدكتيبل نون امبولسيف دولوروز ونسيتو لي سيني ديجستيف ولي سيني جينيرو. انا سمعت لي سيني ديجستيف لي سيني دو لوكلوجيون وايفونتويلمون لي سيني دو بيريتونيت. هذا بزوز قلت لكم عليهم بكري. معناتها il faut se méfier ديما il faut rechercher ces signes là. علاش؟ c'est des signes en faveur d'un contenu digestif. واحنا مشكلتنا في الكونتوني ديجستيف شنو؟ La péritonite. ايه La nécrose des لا os. نيكروز. لا نيكروز شنو مشكلتها؟ تقعد 6 heures. معناتها 6 heures يلزم يفهم. معناتها لازم نسهلوا البيت وقتاش بداه ليترونغلمون ونعرف اللي في دي 6 سوايع لازم نشقلوا قبل ما يوصل ل 6 سوايع باش نلحق pour éviter نلحق عليه ما يعملش نيكروز pour éviter la nécrose et la résection intestinale pour éviter qu'il ne fasse une péritonite والا une perforation dans le sac نسميها un phlegmon pyostalcoral. Phlegmon. D'accord. Ou le phlegmon pyostalcoral شعطيك les signes inflammatoires locaux. الفيفر ويعطيك روجور لوكال وشالور لوكال وينجم حتى يتحل لو فليغمون بيستوكال تحل البو انتيرون يولي يخرج في ليكيد ديجستيف ما غادي ويخرج البو ما غادي. داكور. دونك ديما سي تري امبورطون دو d'être attentif le contenu de la hernie particulièrement le contenu digestif اللي هو ينجم يعطينا اوكلوزيون وينجم يعطينا بيريتونيت وينجم يعطينا فليغمون بيستوكال. Ben, est-ce qu'il faut opérer ce patient? C'est une hernie étranglée ou là, c'est le patient? Non. لا. Non. C'est une hernie étranglée. La douleur qu'il a, c'est quoi, mais la douleur qu'il a? قلت ساعات تنجم تكون L'orifice hernier. L'orifice. C'est la douleur de l'orifice hernier اللي قلت لكم عليها بكري. خاطر il a fait ça à la suite d'un effort. تلقاه هو في الكونستيباسيون تاعو ولا في لي بوسي نتاعو ولا حاجه قطع المسكل نتاعو ووجعه. Mais ce n'est pas les douleurs de l'étranglement. فهمتوا لا نيونس؟ باهي وهنا دونك سي با اون hernie étranglée. باهي est-ce qu'il faut l'opérer من هنا dans ce cas? Tout dépend de la taille de l'hernie. لا ça dépend pas de la taille de la hernie. كان مش compliqué ما نزالش. On peut prévenir des complications pendant l'opération. اي استنى اما هذا ما عندوش hernie étranglée. Mais est-ce qu'il peut faire un étranglement hernier? Oui, نجم. Oui, bien sûr. Donc, شنو القاعده؟ toute hernie doit être opérée. خاطر il y a un risque d'étranglement. واضحه؟ Donc toute hernie doit être opérée. مش باش نشقها en urgence باش نشقها افروا. L'étranglée تتشق en urgence. Mais quel traitement faut-il prévoir en post-opératoire? المرض هذا ايش عنده؟ Thrombophlébite.
facteur de risque معناتها الconstipation. ليه عنده الكونستيباسيون Donc, il faut, je compte le coup, dis-moi la cause. Probablement, la constipation est l'une des causes. Donc, chez le mot, les laxatifs, des traitements pour faciliter le transit. pour le laxatif, L'hygiène. Alimentation. لازم نثبتوا الكولون كولوسكوبي. نعملوا كولوسكوبي ثبتوا c'est une constipation récente. شكون قال ما عندوش تيمور هذا؟ ما عندوش اوبستاكل، لازم تمشي تعمل كولوسكوبي تثبت في الكولون الكل. داكور. واضح ولا؟ Donc, à part le traitement laxatif ou le traitement par régime règles hygiéno-diététiques pour éviter la constipation, il faut faire une coloscopie, il faut vérifier. Mais supposons qu'il y a une hypertrophie bénigne de la prostate, je t'amène où? نشقوا الهرنية قبل ولا نشقوا الهيبرتروفي بينيني ديال البروستات ولا مش لازم نداويوها الهيبرتروفي بينيني ديال البروستات ولا شنو؟ لا لازم ليبرتروفي نعملوا لها تريتمون تاعها. هذا يفو لي تريتي لا بروستات من بعد يجي يشق على الهرنية نتاعو. داكور. هذا مثلا كونستيباسيون يفو ميو اذا كان ماهيش كومبليكي الهرنية نتاعو تعملوا الكولوسكوبي وتحطوا سو تريتمون ومن بعد تجيبوا تشقوا تعملوا الكور تاع الهرنية نتاعو. هذوما قديش تعدوهم في ساعات ماهمش برشا. تشوفوا انتم هكا وي مساء Oui. باهي. هذه شفناها بكري دونك سي اون ايفونتراسيون شنو هي géante. géante donc qui a perdu Le droit de citer. صحيح qui a perdu droit de citer. hein شنو الريسك هنا تاع لي كومبليكاسيون؟ شنو هما لي كومبليكاسيون بوسيبل؟ Les traumatismes abdominaux. لا L'étranglement, l'étranglement. l'érosion cutanée ou les complications pulmonaires. tiens مش قلنا في les éventations géantes ما فماش ريسك نتاع l'étranglement. نتاع l'étranglement ديما موجود هو ديما ما لو ريسك لي فيبل. قلت خاطر لوريفيس كبير. Toute hernie peut se compliquer de l'étranglement. Mais هنا كي بداو جيانت وبدا لوريفيس كبير جينيرالمون فماش مشكله. Le risque d'étranglement est très faible, mais il existe toujours. واضح. Donc فما ريسك d'étranglement. سمعت كلمه ايروزيون كوتاني ما نعرفش شكون قالها. وشنو الاخر؟ Complications pulmonaires. صحيح. Donc complications pulmonaires surtout في التريتمون. تعرف هذوما لي جراند هيرني هذوما كي تشوفوهم ساعات والكافيتي ما ترفعش تعرف نتلزوا ونعملوا دي ريزيكسيون انتستينال نقصوا من الكولون نقصوا من الانتستان جريل باش فماش مال الكرش تتسكر. سي با ايفيدون سي دي مالاد تري ديفيسيل ا تريتي. هذا اذا كان ما حضرنالوش الكافيتي معناتها ولا ساعات توسع له في الكافيتي تعملوا تنفخروا الكافيتي واحد ما نعملوهاش هذه معناتها قليل. فما دي تكنيك d'agrandissement de la cavité abdominale technique chirurgicale. Mais malgré ça ساعات ما تلحقش. Donc tu es obligé de risquer تنقص له من الفوليوم باش تفهمش ما تنجم تسكر له. هذه شنو هي؟ C'est quoi? Ça c'est pour vous montrer une éventration avec une érosion cutanée. هذه بس انا نحط شوفوا ولا نمشي. Oui. هذه مش هذه. استنى حاب نرجع لكم. صورنا بالكرسور الابيض يبدا ظاهر ما يسالش. شوفوا الكرسي الابيض. اي. باهي. Donc ça c'est كلها l'éventration. Enfin peut-être éventuellement هنا des signes de souffrance, mais هذه c'est une érosion cutanée تحلت. شفتوا البو تعرت البو هنا اللي مانس اللي devenu très mince وتعرت.
Ça, c'est une érosion cutanée et qui peut aller jusqu'à la rupture. Hedi, c'est pour vous montrer une. C'était quoi? hernie ombilicale Congénitale. congénitale. Congénitale, صحيح. Chez le nouveau-né, congénital. وهذه érosion cutanée اوزر هنا اوزر ثبت في هذا ثبت. وهذه نورمال. Les signes d'infection, inflammation, le cou, phlegma, هذه شنو هي هذه؟ كل تيب دو هرني؟ ombilical, ombilical, امبليكال. باهي. الكونتوني نتاعها شنو؟ intestinal. لا ثم أوزر des signes locaux اوزر الكرش هذه كيف الكرش؟ Acide, Mal. Circulation Ah, collatérale. Circulation venous et de l'acide. Donc c'est un malade cirrhotique. érotique, oui. Donc c'est une hernie ombilicale chez un malade cirrhotique. Les malades هذوما l'ombilic يكبر يكبر ينجم يعمل هكا érosion cutanée ينجم يعمل rupture. وقت اللي يعمل rupture شويه فما risque de surinfection d'acide. تعرف ça devient vital pour un patient qui a une cirrhose يعمل surinfection d'acide ينجم يموت. والريباراسيون اللي تري ديفيسيل خاطر قديما الماء خارج انت باش تعمل سوتور وقد الماء خارج حتى اون بوست اوبيراتوار دونك يفو فريمون ريوسير ا سيشي لاسيت باش نجم يعمل هو ريباراسيون باريتال كوريكت معناتها ديما دا تري ديفيسيل طبعا ديما في الاكزامان ايوا سي حتى كي نعملوا دريناج نتاع الاسيد ديما تقعد الهرنيه. لا انت تو تعمل تريتمون تاع الهرني بعد تعمل له دريناج تاع الاسيت يقعد الدريناج يجيب لك في الاسيت ما حتى كنت تنحي الدرام ومن بعد نجم لوريفيس يقعد يجيب تحب له باش يتسكر معناتها سي تري جينون احنا جينيرالمون هاكش نعملوا نحطوا درام ونحطوه تريتمون ميديكال باش نشيحوا له مي سا ديفيان تري ديفيسيل فهمت سي دي مالاد ديفيسيل ا تريتي هذوما معناتها مش كيما ارني امبليكال سهله سامبل ما فيها حتى شيء عند مالاد عادي كيما مالاد هذوما لي مالاد هذوما سون تري ديفيسيل بار كونتر هنا في الكا بارتيكولي تاع هذوما لي ترونبلومون تري رار قليل نعمل ترونبلومون علاش خاطر لاسيد سي كوم ان فلويد سي كوم ان لوبريفيون ما تخليش حاجه ديما تزلق الكونتوني ديما يدخل ويخرج يزلق ما يكبشش بار كونتر يعطي اون اوغمونطاسيون دو فوليوم امبورطون ريسك دو رupture واضحه دونك rupture و سيرفيكسيون هذه شنو هي سي كوا hernie سا ombilicale شنو هي باه هرني امبليكال شنو avec des signes locaux. دونك سي اون هرني امبليكال Perforé. لا مش منقوبه هي من برا مش منقوبه من برا من الداخل ما نجموش نحكم عليها سي اون هرني امبليكال étranglée فما دي سيني دو سوفرانس فما دي سيني دو لوكو واضح ولا الو وي مسيو. Oui, c'est clair. باه هذه شنو هي هذه سي كوا سا هكا لي دروا د لابدومين هذم الزوز هربوا على بعضهم واحد مشى منه واحد مشى منه ولات هنا كيما الاسباس فما كان لابونيفروز هاو باش تتسمى هذه Hernie de la La ligne ligne blanche. blanche. ها La ligne blanche. لا سي با اون هرني د لا ليني بلانش هرني فما اون ديسونس هنا فماش ديسونس لي موسكل لابونيفروز كامله ولا موسكل فماش حتى نقبه بار كونتر فما لي موسكل هربوا على اليمين وعلى اليسار وقعدت لك لابونيفروز في الوسط باش تتسمى هيك هاو النورمال هذا النورمال هاو لي لابونيفروز ليني بلانش مريقله ولي غراند لي موسكل غراند دروا د لابدومين لاصقين لبعضهم هنا هاربين سي كوا سا on appelle ça le diastasis des droits de l'abdomen هاربين تسمى diastasis وهذا نورمال واضح لو دياستازيس لو دياغنوستيك ديفيرونسيال ديال الهرني ديال لا ليني بلانش فهمتوه دياستازيس الو وي Oui, مسيو. monsieur. ما فماش اوريفيس ما فماش نقبه الموسكل بعد على بعضهم وكهو معناتها ما فماش البارتي الوسطانيه ني با كوفيرت بار لو موسكل دونك تظهر كاني كي هو ينجم ينفخ تنجم تظهر لك تولي رهيفه برا البلاصه واضحه كان ينفخ هو تنفخت كلها البلاصه اما سي با اون هرني ما فماش نقبه يخرج منها الفيسير ترافير لابونيفروز باش يجي سوب اون سوبيتاني واضحه واضح. شنو لا ديفيرونس بين هرني كريال وهرني انغونال قلناها بكري لا كات كريال لا ليني انغونال ولا لا ليني دو مالغاني اللي- قد ما نعاود بقي شويه
La différence بين hernie inguinale directe et hernie oblique externe راهو سي chirurgical. C'est les vaisseaux épigastriques ما نجمو نشوفوهم كلش كي نحلوا المريض. هذه تصويرها باش نوريكم لا hernie inguinale oblique externe. هذا الكوردون هذه بير اوبيراتوار. هذا الكوردون هذا هو الكوردون. وغزو لا hernie هنا هذه خارجه مع نفس الاوريفيس من الكوردون. سي لو ميم اوريفيس. هنا فما كانت تبت هنا فما لي فيسو بيغاستريك مش ظاهرين برشا. وهذا الساك انا حليناه لهنا هذا يدخل حتى الكافيتي بيريتونيال. كانت تحط صبعك تدخل به تلقى روحك في وسط الكافيتي. وهذا خانو الكونتوني دو ساك سي دو ليبي بلان. واضحه. Ça c'est une hernie oblique externe. لو كان جات hernie direct راهي خارجه من هنا من الزون هذه en dedans. هذه شنو هي هذه؟ C'est quoi ça? hernie inguinale. Inguinal ولا كرورال؟ كرورال. زومي ياسر. زومي ياسر. انت اوزر الشعر نتاع البيبيس. دونك هي البيبيس هنا لي بين دو بيبيس. هاي لي بين لا كونتر سوبيريور هنا نورمالمون تجي. دونك هذه جايه اللوطه. داكور. دونك بروبابلمون سي une hernie crurale. بروبابلمون معناتها يفو الي فريمون فير ليكزامان باش تثبت مليح. دونك يفو فير فو اتر اتونتيف. مي شنو البارتيكولاريتي الاخرى؟ فما étranglement. فما اترونغلومون. فما دي سيني انفلاماتور لوكو فما ميم هنا دي سيني دو نيكروس هنا كحوليه هذه سبوتر دي سيني دو نيكروس. داكور. دونك سا سي une hernie étranglée. كرورال بروبابلمون كرورال. هاي وهذه hernie géante. اغني جيونت. هاي فما اغني اخرى الفوق. هذه شنو هي هذه؟ اغني امبليكال. كيف اني؟ اترونغلي ولا؟ نون كومبليكي لا ماتنون اترونغلي. علاش نو كومبليكي؟ مش ترى فيها كيف اني فما شويه منفوخه برشا توندو و بوتيتر تري بروبابلمون كومبليكي هذه. تري بروبابلمون اترونغلي. وهذه شنو هي هذه؟ hernie inguinale géante. اغني جيونت. صحيح. تخرج من الانجون هذه سي بور فو مونتري لا هيرني انجونوسكورتال تهبط في البورس توصل البورس كيفاش تنفخ. واضح. الاخر ما عادش تشوف بورس الاخر تشوف الدوزيام ابدومين اللي وريته لكم الاخر الكبيره. هذا لا هذا شيء زي هيرني انجونوسكورتال. هذه سي اون دام دو 70 ans 78 ans qui a eu une lobotomie gauche pour une néphrectomie gauche. هاو جنبها كيف انه ولا كي سيكاتريس ومنفوخ وخارج. سي كوا؟ éventration. ايفونتراسيون شو اسمها؟ شنو؟ lombaire. صحيح سي اون ايفونتراسيون لومبير. هذه مش لازم من القدام حتى من التالي راه تسمى ايفونتراسيون. واضح. تو سكي ابدومين سي اون ايفونتراسيون. معناتها ايفونتراسيون سو سيكاتريس اوبيراتوار. هذه شقت على une lobotomie pour l'ablation du rein gauche. اوكي يعطيكم الصحة. نحطهم الكل على الموديل ان شاء الله. ميرسي مسيو. Merci monsieur. اوكي. Merci, monsieur.